Elle annonce une nouvelle fracassante, un mariage et un bébé en route avec une expression mêlée de détermination et d'appréhension. Son ami recule, complètement abasourdi par cette soudaine cascade de nouvelles qui change sa vie. La future mariée explique la précipitation, le désir d'entrer dans la robe de ses rêves avant la naissance du bébé, ce qui l'a poussée à faire une demande en mariage immédiate. Rayonnante de joie, son amie la félicite chaleureusement en louant le dévouement de son fiancé. D'un geste assuré, la future mère fait glisser sur la table une invitation de mariage impeccable, scellée à la cire. Elle sourit chaleureusement, certaine que son amitié de 10 ans garantit la présence de son amie. L'amie accepte l'invitation, un sourire poli se dessinant sur ses lèvres, alors qu'elle commence à l'inspecter. Ses yeux parcourent l'élégante écriture et se posent sur le nom familier du marié. Lee Do-yoon. En levant les yeux, elle remarque une curieuse coïncidence. Son propre mari porte le même nom. Un sourire narquois et triomphant se dessine sur le visage de la future mariée, laissant entendre qu'il ne s'agit pas du tout d'une coïncidence. La future mariée, Biola, confirme froidement que ce nom commun n'est absolument pas une coïncidence. Les doigts de son amie tremblent, près de l'invitation, l'horrible implication se faisant sentir. Une photo de mariage est ensuite présentée, montrant Biola dans un baiser nuptial avec un homme. Le gros plan confirme l'impensable. Le marié sur la photo est son propre mari, Lee Do-yoon. Elle écarquille les yeux d'incrédulité devant la preuve accablante de la double vie de son mari. Elle se souvient que Biola a mentionné que leur prochain mariage marquait un anniversaire de 6 ans. Un souvenir refait surface. Biola et Lee Do-yoon, les mains entrelacées, leur lien indéniable. Biola place alors une main sur son ventre, déclarant que l'enfant est celui de Do-yoon, attendant des félicitations. Trahie, l'épouse repousse sa chaise, son monde s'écroulant autour d'elle. Elle se tourne vers son mari, Lee Do-yoon, maintenant présent, s'interrogeant sur sa santé mentale et jurant de s'opposer à tout divorce. Les larmes coulent sur le visage de la femme tandis que Biola lui dit froidement de se ressaisir. Biola révèle une vérité choquante à travers des documents épars. Leur mariage n'a jamais été officiellement enregistré. Avec un sourire triomphant, Biola se déclare l'épouse légale de Do-yoon, qualifiant l'autre femme de maîtresse. Biola retourne cruellement le couteau dans la plaie en révélant que Do-yoon n'a jamais aimé sa femme et n'a jamais eu l'intention d'officialiser leur union. Le monologue intérieur de l'épouse révèle la coupure la plus profonde. Son manque d'amour lui a fait plus de mal que la liaison elle-même. Biola, qui domine l'épouse dévastée, exige d'un ton glacial qu'elle disparaisse de leur vie. Biola se moque encore plus d'elle, suggérant que son talent consiste à être une présence invisible et silencieuse. L'épouse s'effondre, découvrant avec angoisse que toute sa relation était fondée sur un mensonge. Elle se dit que cette profonde déception est la douleur la plus atroce qu'elle ait jamais connue. Le temps se brouille pour l'épouse au cœur brisé, qui se souvient avoir sacrifié sa carrière pour un homme qui l'a trahi. Elle se souvient s'être isolée et avoir coupé les ponts avec tous ceux qu'elle connaissait. La paranoïa l'a envahie, lui faisant croire qu'elle était l'objet de moqueries partout. Même le sol sous ses pieds lui semblait instable alors qu'elle naviguait dans sa réalité brisée. 3 longues années se sont écoulées dans cet état de trouble émotionnel. Elle admet qu'elle a fui cette confrontation dévastatrice pendant 3 ans. Elle espérait désespérément que le temps et l'obscurité effaceraient sa douleur et sa personne de l'esprit des autres. Une étincelle de détermination s'allume. Elle réalise qu'elle ne peut pas continuer ainsi, établissant un parallèle avec l'héroïne d'un livre. Ses pensées se tournent vers un roman précis, La Comtesse d'Elgrin. Ce livre raconte la vie tragique du comte Éric, un coureur de jupons en série, et de sa femme Rosée, qui souffre depuis longtemps. Elle s'identifie à Rosée, la comtesse qui a supporté en silence les trahisons de son mari. Elle révèle que pendant ses années de solitude, elle a lu La Comtesse d'Elgrin pour oublier son propre passé douloureux. Mais la passivité de Rosée dans le roman était un miroir inconfortable, reflétant sa propre inaction. Cette prise de conscience l'amène à prendre une décision ferme. Elle ne finira pas comme la comtesse tragique. Elle a même demandé à changer de nom et envisagé de trouver un emploi, au moment même où la nouvelle d'un fort tremblement de terre apparaissait à l'écran. En plein effort, une violente secousse la déséquilibre au moment où le tremblement de terre se produit. Elle hurle de terreur, les mains plaquées sur les oreilles, alors que son appartement commence à s'effondrer. Les débris tombant autour d'elle, elle appelle désespérément à la rescousse. Ses yeux s'écarquillent de peur alors qu'elle regarde la structure qui s'effondre, implorant l'aide de quelqu'un. Une pensée sombre lui traverse l'esprit. Elle a parfois souhaité la fin du monde. Mais cette réalité terrifiante et destructrice n'était certainement pas la fin qu'elle avait souhaitée. Sa dernière pensée avant de sombrer dans l'oubli est le regret amer de ses derniers souvenirs. Soudain, elle se retrouve dans un grand manoir, une voix sévère lui demandant de répéter une nouvelle inédite. Un homme bien habillé, probablement le maître de maison, lui demande s'il y a eu une fausse couche. Un autre homme, probablement un médecin, confirme l'événement malheureux, l'attribuant à un grand choc subi par la dame. Le médecin rassure ensuite le maître de maison en lui disant que, malgré l'épreuve,
L'état de santé général de la femme reste stable. Alors que le médecin s'empresse de partir, il s'indigne intérieurement de l'indifférence du maître à l'égard de sa propre femme. La femme, dont les cheveux sont désormais d'un rose éclatant, se réveille, tandis que le médecin Chibi, exaspéré, continue de marmonner son intention de démissionner. Le médecin se précipite à ses côtés et l'appelle Lady Wentz, un nom qu'elle ne reconnaît pas. Fixant sa propre main, elle est complètement déconcertée par ce nouveau nom et son environnement inconnu. Le médecin conseille gentiment à Madame, encore faible, de se reposer et d'éviter tout effort. Un carton de titre révèle le nom de Rosé Wentz, fille unique d'une famille noble en disgrâce. Il est expliqué que Rosé est tombée bêtement amoureuse d'Eric, l'ennemi mortel de sa famille, et qu'elle leur a tourné le dos. La femme nie avec véhémence être Rosé Wentz, insistant sur le fait qu'il s'agit d'un rêve sous le regard effaré du médecin. Elle se redresse dans son lit, s'agrippe à sa chemise de nuit, le choc la submerge. Accablée de désespoir, elle enfouit son visage dans ses mains, se demandant ce qu'elle a fait pour mériter un tel sort. Un flashback montre son visage terrifié pendant le tremblement de terre, et elle réalise que cette nouvelle vie est loin d'être une fin heureuse. La pensée désespérée de son ancienne amie refait surface. Elle aurait préféré la mort à ce cruel coup du sort. La scène se déplace vers un imposant manoir baigné par le clair de lune, laissant entrevoir sa nouvelle et opulente prison. Un homme, probablement son nouveau mari Eric, se penche sur elle dans son lit, lui demandant si elle a enfin retrouvé ses esprits. Troublée, elle se demande quand elle s'est endormie, s'excuse et rappelle que le médecin lui a conseillé de se reposer. Eric, torse nu à côté d'elle, ne tient pas compte de sa douleur et lui rappelle sa récente fausse couche. La nouvelle dévastatrice de la fausse couche s'impose enfin, expliquant ses récentes nuits d'insomnie. Elle réalise que c'est le moment où les souvenirs de la Rosée originale sont revenus et sa colère s'enflamme face à l'indifférence éhontée d'Eric. Il balaie froidement ses sentiments, faisant remarquer qu'il lui a fallu 3 longues années pour concevoir un enfant. Malgré son traumatisme, Eric lui fait des avances importunes, la pressant d'en finir. Une idée troublante émerge. La Rosée d'origine aurait pu tolérer cela, cherchant une preuve tordue de son affection. Totalement dégoûtée par son insensibilité, elle le repousse avec force. Elle lui demande de partir pour la journée et insiste pour qu'il fasse lit à part jusqu'à ce qu'elle soit rétablie, à la grande surprise d'Eric. Une palpitation dans le cou d'Eric révèle sa frustration face à la résistance inattendue de la jeune femme. Il insiste sur le fait qu'elle a mal compris alors qu'elle recule, une aura menaçante émanant de lui alors qu'elle se serre la gorge. Eric lui rappelle de façon menaçante son insistance passée à vouloir porter un enfant, sa main se resserrant autour de sa gorge. Elle recule dans son lit, complètement ébranlée par son comportement agressif et ses paroles cruelles. Rassemblant son courage, elle lui demande fermement de ne plus se mêler de ses affaires à partir de maintenant. Il part avec un sourire condescendant, s'interrogeant sarcastiquement sur sa capacité à se souvenir de son avertissement. Se serrant la gorge, elle le regarde partir, un mélange de peur et de défi dans les yeux. Accablée, elle enfouit son visage dans son oreiller, s'en prenant silencieusement à son destin, à Eric, au Rosé original, et même à l'auteur. Une résolution farouche se forme. Elle se jure d'échapper à cette histoire cauchemardesque et à cette famille dysfonctionnelle. En regardant l'imposante demeure, elle contemple le défi de taille que représente la recherche d'une issue. En regardant par la fenêtre, elle espère désespérément que la Rosée originale avait un allié qu'elle peut maintenant trouver. Soudain, la voix indignée d'une personne invisible déclare qu'elle n'est pas une servante, laissant présager une interaction potentielle. Les yeux violets de Rosée s'écarquillent de confusion face à cet éclat inattendu. En contrebas, une servante blonde est réprimandée par 2 autres, accusée de se dérober à ses tâches depuis des jours. De sa fenêtre, Rosée observe la querelle du personnel, tandis qu'une autre servante explique que la blonde, Doana, cause des ennuis. Une étincelle de reconnaissance ou peut-être un plan passe sur le visage de Rosée tandis qu'elle écoute. La servante blonde, Doana, souhaite furieusement son téléphone pour enregistrer l'injustice et appeler à l'aide. La mention d'un téléphone et du 112 fait tressaillir Rosée. Cette servante pourrait-elle venir de son monde? Avec un nouvel intérêt, Rosée demande calmement à la servante de convoquer Doana. Doana est amenée devant Rosée, les bras croisés, son expression rayonnant toujours d'indignation. Doana jette un coup d'œil, ses yeux défiant Rosée, s'attendant manifestement à d'autres ennuis. Rosée, qui remue son thé, s'adresse calmement à Doana, reconnaissant les difficultés qu'elle est censée avoir rencontrées. Rosée, avec un sourire complice, propose une conversation privée, rien que toutes les deux. Peu après le début de leur conversation, Doana réagit avec une stupéfaction totale. Doana est ébranlée par la révélation qu'il ne s'agit pas d'un rêve et qu'elles sont toutes deux enfermées dans un roman, tandis que Rosée fait signe de se taire. Rosée se confie à voix basse, avouant sa propre perplexité depuis qu'elle s'est réveillée dans ce monde inconnu. Doana, stupéfaite, fait le lien entre l'expérience de Rosée et l'incident du Ventidong, révélant qu'elle aussi a été victime d'un accident à proximité. Les 2 femmes, représentées comme des chibis,
analyse l'incroyable coïncidence de leur disparition et de leur arrivée simultanée. Doana, malgré sa confusion, exprime son soulagement de ne pas être seule et propose qu'elles deviennent amies. Un doux sourire se dessine sur les lèvres de Rosé, qui considère cette rencontre inattendue comme un coup de chance. Désormais vêtues de robes différentes et élégantes, Rosé et Doana s'étreignent chaleureusement, Rosé avouant sa peur d'affronter seule ce monde étrange. Le monologue intérieur de Rosé révèle un nouvel espoir, car elle pense que ses chances sont meilleures avec Doana à ses côtés. Doana se présente fièrement sous le nom de Lee Gyoru, un nom choisi par sa mère pour s'assurer qu'elle ne serait jamais vaincue. Gyoru, avec un sourire complice, insiste pour que Rosé se souvienne de ce nom peu commun et propose qu'elles deviennent alliées. L'esprit de Rosé revient à un souvenir douloureux et reconnaît le nom de Lee Gyoru avec un choc. Le flashback révèle que Gyoru est l'ami de Rosé depuis une dizaine d'années et qu'il lui tend la main dans un geste apparemment innocent. Une révélation brutale frappe Rosé. Cette Gyoru est la femme qui l'a trahi en prenant son mari. Les mains de Rosé se crispent sur la table, son calme masquant à peine la tempête qui se prépare en elle. À l'extérieur, Rosé complimente le nom de Gyoru, tandis que son esprit s'emballe, essayant de confirmer un terrible soupçon. Rosé s'enquiert prudemment de l'âge de Gyoru, dans l'espoir de reconstituer le puzzle de sa vie passée. Rosé, minuscule et anxieuse, s'inquiète intérieurement de l'étiquette sociale, ne voulant pas se tromper sur l'ancienneté de Gyoru. Gyoru, avec une pointe de tristesse, déclare qu'elle a 29 ans, puis fait des remarques amères sur le jeune mariage de Rosé et sur son mari. Rosé a une certitude qui lui fait froid dans le dos. C'est définitivement la Gyoru qui a gâché sa vie. Son sang-froid se fissure, et elle hurle silencieusement pourquoi ce fantôme de son passé s'est matérialisé ici. Gyoru, toujours en actrice, demande de manière ludique s'ils sont pères, puis exige le nom de Rosé. Rosé répond « Kim Hana », un nom que Gyoru prétend ne pas connaître, feignant l'ignorance. Un flashback révèle que Rosé, sous le nom de Kim Biola, a adopté Kim Hana après avoir abandonné son nom d'origine, menant une vie solitaire et sans amis. Gyoru, avec un sourire saccharine, se plaint des dieux cruels pour avoir traîné de vieilles vendettas dans leur nouvelle réalité. Rosé sonde subtilement la façade de Gyoru, tandis que Gyoru affirme que Rosé ressemble étrangement à un vieil ami. Le monologue intérieur de Gyoru ricane, rappelant le passé de Kim Biola comme une figure pathétique, sans voix et en larmes. Maintenant assis en face de Rosé, Gyoru joue les idiots sur l'intrigue du roman, à la recherche d'informations. Rosé sirote son thé, sachant que son ancien moi naïf aurait tout révélé, mais qu'elle gardera pour elle les détails tragiques de cette histoire d'amour. Gyoru, dans un élan d'optimisme mal placé, se demande si elle a décroché le rôle convoité de l'héroïne triomphante de l'histoire. Un sourire narquois se dessine sur les lèvres de Rosé, qui se délecte visiblement de l'information qu'elle s'apprête à lâcher. Gyoru recule d'incrédulité lorsque Rosé l'informe sans ménagement qu'elle n'est qu'une figurante sans nom, ce qui l'incite à demander désespérément quel est le véritable personnage principal. Rosé révèle froidement que le personnage central de cette histoire n'est autre que le comte Wens. D'un air serein, presque suffisant, Rosé se positionne alors comme le personnage principal féminin, la comtesse. Gyoru se penche, complètement abasourdi par la prétention de Rosé à être l'héroïne, ce que Rosé confirme avec désinvolture. Les yeux de Gyoru se rétrécissent, témoignant silencieusement de son incrédulité et de son jugement. En son fort intérieur, Gyoru se moque de l'apparence de Rosé, convaincue qu'elle possède elle-même une allure et un style supérieurs. Gyoru, masquant son dédain, s'enquiert du comte Wens, se faisant déjà une piètre opinion de lui sur la base du rôle supposé de Rosé. Rosé, avec un regard nostalgique, décrit Eric comme indéniablement beau, expliquant la prémisse du roman, à savoir l'engouement et la poursuite instantanée de son personnage. Gyoru, d'un air dédaigneux, affirme que personne de particulièrement beau n'a attiré son attention dans le coin. Rosé assure à Gyoru qu'elle le reconnaîtrait au premier coup d'œil, ajoutant qu'il est un peu distant avec elle, ce qui éveille la curiosité de Gyoru. Un sourire narquois se dessine sur le visage de Gyoru lorsque Rosé avoue que c'est elle qui l'a poussé à se marier. Gyoru se moque de lui, laissant entendre que c'est de sa faute si c'est une jolie fille comme Rosé qui le poursuit. Un scénario qui, selon elle, lui est étranger. En son fort intérieur, Rosé voit clair dans le jeu de Gyoru, puis prend la défense de son mari, insistant sur le fait qu'il se soucie profondément des autres malgré sa nature réservée. Rosé continue de dépeindre son mari comme un homme bon qui a simplement du mal à exprimer son affection, alors que des bruits de pas résonnent tout près d'elle. Le fringant comte Wens entre à grands pas, évoquant ses nuits blanches passées à travailler. Gyoru, feignant la surprise, se couvre la bouche et s'enquiert du nouveau venu, tandis que Rosé se retourne pour l'accueillir. Rosé présente l'imposant personnage comme étant son mari, le comte Eric de Wens. Les yeux de Gyoru s'illuminent d'un intérêt prédateur, manifestement captivé par l'apparence du comte. Gyoru se touche subtilement la lèvre, signe révélateur de sa convoitise. Rosé reconnaît intérieurement la vieille habitude de Gyoru, comploter pour s'emparer une seconde fois de ce qui appartient à Rosé, et même de son mari.
Rosé avertit silencieusement Gyoru que la poursuite de cet homme l'amènera à sa perte et lui donne la dernière occasion de faire un choix judicieux. Gyoru exécute une gracieuse révérence, se présentant officiellement au comte. Elle se présente comme Dohana, une amie proche de Rosé, tandis que le comte remarque que sa femme a une telle connaissance. Gyoru se positionne près du comte, revendiquant faussement une amitié d'enfance oubliée, alors que Rosé remarque intérieurement que Gyoru scelle son propre destin. D'un regard coquet, Gyoru dit au comte qu'elle a entendu des choses merveilleuses à son sujet, confirmant ainsi son excellente réputation. Le comte semble momentanément déconcerté, mais un sourire satisfait se dessine sur ses lèvres à la vue des compliments de Gyoru. Gyoru évalue intérieurement le comte, notant son physique impressionnant tandis que des pièces d'or semblent flotter autour d'elle. Son évaluation interne se poursuit, reconnaissant son beau visage, sa forte carrure et l'immense richesse de sa maison. Gyoru rêve d'une vie somptueuse avec le comte, convaincu qu'il est son partenaire idéal, destiné à être le sien. En son fort intérieur, Gyoru remet Rosé en question, persuadée qu'elle est bien mieux placée pour être la comtesse, car le monde a toujours tourné autour d'elle. La conviction arrogante de Gyoru se renforce. Elle pense que rien ne lui échappe. Rosé, pâle et accablée, annonce soudain qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle va entrer en premier. Alors que Rosé se précipite, se couvrant la bouche de détresse, le comte l'appelle par son nom, avec une pointe d'inquiétude dans la voix. Rosé reconnaît intérieurement le caractère prévisible de Gyoru, qui lui souhaite sarcastiquement, ainsi qu'au comte, d'être heureux, les considérant tous deux comme des ordures. Une Rosé revigorée apparaît, valise à la main, rayonnante de détermination à laisser ce gâchis derrière elle. Rosé serre le poing avec une compréhension soudaine, presque joyeuse, soupçonnant qu'une puissance supérieure veut qu'elle s'occupe de deux nuisances en même temps. Assise, avec un nouvel aplomb et un sourire narquois, Rosé déclare qu'elle ne se laissera plus manipuler aussi facilement qu'avant. Rosé réfléchit à son avenir après le divorce, son esprit dérivant vers son passé de fille d'une maison noble en ruine. Rosé se souvient de la demande désespérée de son personnage d'épouser Eric, ce qui a conduit sa famille à couper les ponts. Elle se rend compte que le roman fournit peu de détails sur sa famille, ce qui rend toute tentative de renouer des liens très improbable. La sombre perspective de devenir sans-abri après un divorce lui vient à l'esprit, un avenir qu'elle n'envisage pas. Avec une détermination nouvelle, Rosé décide non seulement de divorcer, mais aussi de se construire une vie incroyable. Serrant une note, elle conclut que le savoir est le pouvoir dans ce monde et qu'il est temps de se plonger dans les livres. Rosé s'approche de deux servantes, prêtes à mettre en œuvre ses nouveaux projets. Elle leur demande de convoquer le majordome, M. Gwen, pour une affaire de grande importance. L'urgence de sa demande est soulignée. Il ne s'agit pas d'une simple conversation. La scène se déplace dans une pièce élégamment aménagée, préparant le terrain pour sa prochaine action. Sirotant son thé, Rosé confirme calmement au majordome attentif qu'elle a effectivement besoin d'un précepteur. Le majordome, M. Gwen, s'enquiert poliment du désir soudain de la comtesse d'avoir un précepteur. Rosé, sirotant son thé, déclare froidement qu'en tant que comtesse, elle doit comprendre le monde et naviguer dans la haute société. Son raisonnement tranchant laisse le majordome momentanément sans voix, car elle insiste sur la nécessité de se mettre à leur niveau. M. Gwen reconnaît intérieurement ses luttes passées et sa nouvelle détermination à tracer sa propre voie, indépendamment de son mari. Rosé exprime son soulagement de voir que le majordome est conciliant et propose d'informer le comte de sa demande. Un gros plan sur l'œil violet vibrant de Rosé révèle une détermination sans faille. À proximité, les servantes échangent des regards inquiets, sentant un changement dans l'atmosphère de la maison. La voix de Gyoru provient d'une autre pièce, ses protestations enjouées laissant présager une aventure diurne inappropriée. En effet, Gyoru et le comte Wens sont pris dans un moment d'intimité, ce qui confirme les sombres attentes de Rosé quant à leur caractère. Rosé, jetant un coup d'œil à travers une fente de la porte, observe leur comportement effronté avec une résignation d'un calme glacial. Rosé, encadré de roses blanches, annonce sa ferme décision de prendre un nouveau départ. Ailleurs, M. Gwen informe le comte de l'existence de sa femme, Rosé. Le comte, qui noue sa robe avec désinvolture, demande ce que Rosé voulait et apprend qu'elle a demandé une gouvernante. Il se moque, se rappelant qu'elle a déjà ignoré son conseil d'être plus proactive. Le comte accède nonchalamment à sa demande, tandis que le majordome propose de discuter de tuteurs potentiels. Le comte rejette la question et demande au majordome de s'en occuper seul, ne voulant pas être dérangé. M. Gwen aperçoit alors Gyoru et interroge subtilement le comte sur sa présence et sur la raison pour laquelle elle n'a pas été mentionnée plus tôt. Le comte, qui enlace Gyoru, explique qu'il a laissé Dohana dormir, tandis qu'elle fait semblant d'être douce. Son expression se durcit lorsqu'il demande au majordome de partir, déclarant avec possessivité qu'il ne partage pas. Visiblement mal à l'aise, M. Gwen s'excuse et s'en va rapidement, laissant le comte et Gyoru seuls. La porte ornée se referme, enfermant le comte et Gyoru dans leur monde privé.
Gyoru, qui se prélasse dans la lumière, se lamente intérieurement sur les supposés tracas de sa propre beauté. Le comte, serrant Gyoru contre lui, s'amuse à lui demander si leurs récentes activités ont été à son goût. Gyoru feint de se débattre alors que le comte la soulève sans effort sur le lit. Il sourit, rappelant avec taquinerie à Gyoru qu'elle semblait apprécier le temps qu'ils passaient ensemble. Intérieurement, Gyoru se moque, n'étant pas impressionnée par ses efforts et les jugeant tout à fait insignifiants. Pourtant, face à lui, elle ronronne que c'était incroyable, jouant son rôle dans leur étreinte passionnée. Pendant ce temps, Rosé est plongée dans ses études, ses notes détaillant les complexités des luttes de pouvoir impérial. Sa plume vole sur le parchemin, documentant méticuleusement la façon dont les déséquilibres donnent lieu à des conflits. Rosé lève les mains en signe d'exaspération, submergée par le volume d'informations de sa toute première leçon. Les études de Rosé révèlent que sa famille, les comtes de Serviate, a été victime d'une brutale lutte de pouvoir impérial. Avec l'aide du grand-duc Arteum, ses parents se sont accrochés à la vie, bien que leur maison ait perdu tout territoire et toute influence. Horrifiée, elle se rend compte qu'elle a involontairement épousé Éric, l'architecte même de la chute de sa famille, ce qui ne manquera pas de paraître pathétique à ses parents. Une information cruciale fait surface. L'empereur actuel n'est pas le père biologique du prince héritier. Son tuteur précise qu'après la mort prématurée de l'empereur et de l'impératrice précédent, l'oncle du prince héritier est monté sur le trône. Le tuteur décrit le prince héritier comme un personnage impitoyable, dépourvu de compassion, ce qui rend le règne de l'oncle préférable. Rosé note attentivement l'avertissement sévère du précepteur. Ne jamais, sous aucun prétexte, se lier avec le grand-duc Arteum. Elle se souvient de l'intrigue du roman concernant l'exécution d'Arteum par la faction de l'empereur, ce qui renforce son besoin de prudence. Une servante entre, informant Rosé que le carrosse qu'elle a commandé pour assister à une vente aux enchères et voir le cadeau du comte Éric est maintenant prêt. Rosé, qui grimace intérieurement devant la naïveté de son passé à propos du cadeau d'Éric, confirme rapidement son intention de partir. Lors de la vente aux enchères, Rosé tape avec assurance sur une chaise occupée, dans l'intention de la réclamer. Elle informe poliment le gentleman blond assis qu'il est en fait à sa place. L'homme, d'un air amusé, remet froidement en question l'existence de places assignées. Rosé, qui tient la palette d'enchères numéro 38, a l'air complètement mortifié tandis qu'un préposé se précipite pour intervenir. La préposée précise que sa palette sert à enchérir, et non à réserver une chaise spécifique. L'homme blond révèle qu'il venait de demander à quelqu'un d'autre de libérer le siège, laissant entendre que Rosé avait causé un problème. Réalisant sa gaffe, Rosé s'excuse officiellement de son impolitesse auprès du grand-duc Arteum. Les yeux de Rosé s'écarquillèrent de terreur. C'est l'infâme grand-duc Arteum qu'on lui avait conseillé d'éviter. Arteum se lève, tandis que l'accompagnateur de Rosé s'empresse d'expliquer qu'elle n'est pas familière avec l'étiquette des ventes aux enchères. Rosé et son accompagnateur regardent, stupéfaits, le formidable grand-duc reconnaître la situation. L'esprit de Rosé hurle l'avertissement de son tuteur. Ne jamais, au grand jamais, se mêler au grand-duc Arteum. Mortifiée, Rosé bredouille des excuses, essayant désespérément de désamorcer la situation embarrassante qu'elle a créée. Le grand-duc Arteum l'observe d'un regard indéchiffrable, mais indéniablement captivant. Rosé attribue humblement l'offense à sa propre ignorance et lui demande sincèrement de la pardonner. L'ombre d'un sourire effleure les lèvres d'Arteum, réaction subtile à son appel sincère. Rosé, sentant qu'il n'escaladera peut-être pas le problème, prépare une fuite rapide pendant qu'elle en a l'occasion. Mais alors qu'elle prépare sa retraite, Arteum lui prend inopinément la main, faisant tomber sa pagaie. Maintenant assis, Arteum fait froidement signe à Rosé de prendre la chaise à côté de lui, un ordre indéniable. Complètement déconcertée, Rosé se demande pourquoi cet homme formidable s'adresse à elle, sans parler de l'inviter à s'asseoir. Intérieurement, la petite Rosé se lamente. Son grand projet de s'asseoir à l'avant vient d'être royalement déraillé. Arteum, dans une bulle de pensée chibi, laisse entendre avec insolence qu'elle lui aurait bloqué la vue et l'invite à s'asseoir alors que la vente aux enchères commence. Rosé, qui grimace intérieurement devant son sourire éblouissant, se contente d'une expression polie. Elle prend le siège à contre-cœur, décidant que l'invisibilité est maintenant sa meilleure stratégie. Le commissaire-priseur annonce avec éclat que le grand événement est sur le point de commencer. Il déclare que dans cette arène, seul l'argent compte et que l'offre la plus élevée remporte le prix. Le charismatique commissaire-priseur donne le coup d'envoi en présentant une pierre précieuse ancienne et étincelante. Les enchères s'envolent et les offres augmentent rapidement pour le premier objet convoité. Rosé, assise à côté d'Arteum, s'étonne de l'extravagance des nobles et note la valeur de la monnaie. Le marteau s'abat. L'ancienne pierre précieuse est vendue pour la somme stupéfiante de 35 millions de res. Le commissaire-priseur annonce ensuite un objet qui ne manquera pas de séduire. Un serviteur présente un superbe collier. Le commissaire-priseur dévoile l'éblouissant collier, l'arme de Luna, suscitant l'admiration de la foule. Il annonce de façon spectaculaire que l'enchère pour cette pièce exquise commencera à un prix élevé de 50 millions de livres sterling.
Les enchères montent immédiatement en flèche, les nobles s'empressant d'annoncer des sommes de plus en plus astronomiques pour le collier. Rosé grimace, se souvenant que ce même collier est un faux sans valeur, qui a causé d'importants problèmes à Eric par le passé. Le grand-duc Artem lève calmement sa palette d'enchères, numéro 30, et entre dans la mêlée. Artem stupéfie la salle, et Rosé en particulier, avec une enchère de 100 millions de res. Le prix continue de grimper inexorablement, laissant Rosé bouche bée et stupéfaite devant l'escalade des chiffres. Rosé s'inquiète intérieurement, réalisant qu'elle doit intervenir avant que cette guerre d'enchères n'aboutisse à un résultat désastreux. Sans se laisser décourager, Artem s'apprête à lever le pied une fois de plus, prêt à surenchérir sur tout le monde. Dans un geste désespéré, Rosé saisit le bras d'Artem, essayant d'urgence de l'empêcher de faire son achat. Artem, surpris par la prise de Rosé sur son bras, demande à savoir ce qu'elle fait. Il lui demande froidement pourquoi ses décisions financières la concerneraient le moins du monde. Rosé, visiblement troublée, maintient sa prise désespérée, une perle de sueur traçant sa tempe. Une vague de panique s'empare de Rosé au fur et à mesure que son acte impulsif prend tout son sens. Intérieurement, elle se reproche de s'être mêlée de ce qui ne la regarde pas, admettant qu'elle a agi par pur instinct. Avec un sourire crispé, Rosé dévoile son information cruciale. Le collier convoité n'est qu'un faux sans valeur. Artem la regarde avec méfiance, mettant en doute sa source et l'audace de son affirmation. Rosé, minuscule et frénétique, s'enflamme intérieurement, incapable de révéler que son savoir provient d'un roman. Rosé triture nerveusement ses cheveux, suggérant que les commissaires-priseurs eux-mêmes ne sont probablement pas au courant de la contrefaçon. Artem, les bras croisés et l'expression sévère, avertit Rosé des conséquences désastreuses si son affirmation s'avère fausse. Rosé est stupéfaite. Le grand-duc connaît en fait son nom, la comtesse Wentz. Pendant ce temps, le marteau du commissaire-priseur tombe. La larme de Luna est vendue pour la somme ahurissante de 3,6 milliards de lire à quelqu'un d'autre. Arteum, d'un air entendu, demande froidement à Rosé si elle a l'intention de se soustraire à la responsabilité de son audacieuse déclaration. Le monologue intérieur de Rosé lui hurle que sa survie dépend de ce qu'elle dit maintenant. Se ressaisissant, Rosé déclare qu'elle est prête à parier sa vie sur le fait que le collier est un faux. Artem, imperturbable, remet en question sa volonté de parier sa vie, tandis que Rosé panique intérieurement, réalisant qu'elle parlait de son coup. Elle tente frénétiquement de se rétracter, agitant les mains en signe de dénégation. Artem se penche plus près, une lueur taquine dans les yeux, remarquant sa sincérité mais déclarant qu'il ne s'intéresse pas aux femmes prises. Rosé, complètement troublée, tente désespérément d'expliquer qu'il a mal interprété ses paroles. Le grand-duc Artem se retourne simplement et s'en va, laissant Rosé sans voix et stupéfaite. Seul, Artem réfléchit à l'avertissement de Rosé, trouvant la situation du faux collier de plus en plus étrange. Il se dit froidement que, s'il le faut, il pourra toujours racheter le collier au nouveau propriétaire plus tard. Artem se souvient parfaitement de l'insistance de Rosé pour qu'il n'achète pas l'objet. Il se souvient de son intervention soudaine et désespérée, admettant qu'il ne l'avait pas reconnu au début et qu'il avait été surpris par sa présence. Artem remarque que Rosé ressemble étrangement à Lady Serviat, une femme de son passé. Un retour en arrière dans un grand domaine incite Artem à réfléchir à une rencontre passée et à se demander ce qu'il aurait dû faire. Dans ce souvenir, une très jeune Rosé se cache timidement, refusant de saluer quelqu'un. Le souvenir se concentre sur un jeune garçon aux cheveux blonds, vraisemblablement la personne que Rosé devait saluer. La jeune Rosé a nié avec véhémence que ce garçon était le prince qu'elle avait imaginé, s'accrochant à sa mère. Revenant au présent, Artem sourit, trouvant un certain charme à cette défiance enfantine pleine de larmes. Artem se souvient de l'adorable embarras de la jeune Rosé, qui cachait son visage, un souvenir désormais lié à son chevalier, Cerne. De retour dans le présent, Rosé, troublée, avoue à Cerne que sa rencontre avec le grand-duc ne s'est pas bien passée. Son fidèle chevalier d'escorte, Cerne, lui offre un soutien indéfectible, jurant de la protéger quelles que soient les circonstances. Cerne se penche sur Rosé et l'interroge discrètement sur la façon dont un objet contrefait a pu apparaître dans une vente aux enchères aussi prestigieuse. Rosé, d'un air entendu, suggère que les organisateurs de la vente ont été dupés et que le collier authentique a été échangé contre un faux. Cerne est visiblement stupéfait par cette affirmation et demande à connaître la source de cette incroyable information. Rosé fait rapidement taire Cerne, en pressant un doigt sur ses lèvres pour s'assurer que leur conversation reste privée. Elle concocte une piètre excuse en disant qu'elle l'a vu en rêve, soupirant intérieurement que la vérité paraîtrait trop invraisemblable. Alors que leur carrosse s'éloigne, Cerne exprime intérieurement son inquiétude pour Rosé, s'interrogeant sur la confiance qu'elle accorde à un prétendu rêve. Leur carrosse s'arrête devant un magnifique domaine ensoleillé, marquant leur arrivée à une nouvelle destination. De retour à son domaine, Rosé révise des documents avec diligence lorsqu'une voix familière l'interpelle. Une femme blonde, sa femme de chambre, se penche curieusement sur Rosé, s'interrogeant sur l'attention qu'elle porte aux documents.
Rosé explique avec pudeur qu'elle essaie simplement de passer le temps, car l'oisiveté engendre l'ennui. La servante remarque sciemment l'existence solitaire de Rosé, ce qui sous-entend un manque de compagnie. Elle exprime ensuite le souhait que le comte traite Rosé avec plus de gentillesse, observant l'apparente solitude de Rosé. L'attention de Rosé est soudain attirée par une boucle d'oreille éblouissante et inconnue qui orne l'oreille de la servante. Avec un sourire, Rosé complimente le magnifique bijou, s'amusant à deviner qu'il s'agit d'un cadeau d'Éric. La femme de chambre rayonne, confirmant que les boucles d'oreilles sont bien un cadeau, et annonce fièrement qu'elle a un nouveau petit ami. Le sourire de Rosé s'estompe tandis qu'elle réévalue intérieurement ses expressions passées, réalisant qu'une façade heureuse peut cacher des significations plus profondes. Un souvenir amer refait surface. Ce même sourire signifie maintenant le triomphe de la femme de chambre qui a secrètement enlevé le mari de Rosé. Rosé s'excuse rapidement, feignant une simple admiration pour les jolies boucles d'oreilles de la servante afin de dissimuler son choc. La femme de chambre acquiesce avec suffisance, louant le goût impeccable de son petit ami qui choisit des bijoux qui lui vont à merveille. Rosé, gardant son calme, demande avec désinvolture comment la femme de chambre a rencontré son nouveau compagnon, ce à quoi la femme de chambre répond que c'est le destin. Avec un sourire béat, la femme de chambre s'extasie sur la perfection absolue de son compagnon, ignorant le trouble intérieur de Rosé. Les véritables intentions de la jeune fille lui apparaissent alors. Elle est fermement décidée à devenir comtesse, se jurant de ne pas échouer dans cette vie. Un souvenir douloureux remonte à la surface pour la servante, qui se souvient du désaveu de sa vie passée pour une liaison et de son regret de s'être mariée. Elle se souvient alors d'avoir vu sa réincarnation dans le roman comme une seconde chance divine, un moyen d'échapper à ses erreurs passées et de réaliser ses désirs. De retour dans le présent, la servante sourit intérieurement, savourant l'ironie d'afficher son bonheur devant Rosé, dont le propre mariage est troublé. Rosé offre un sourire radieux, mais creux, remerciant la femme de chambre pour sa prétendue sollicitude et feignant de compter sur son amitié. Intérieurement, Rosé se moque, regrettant d'avoir jamais considéré sa servante, Doana, comme une véritable amie, voyant maintenant à travers ses ambitions transparentes. Rosé se souvient de son passé, pleurant ses erreurs stupides et sa naïveté. Dans le présent, Rosé se force à sourire, se demandant intérieurement à quel point elle doit paraître pitoyable aujourd'hui. Un coup frappé à la porte interrompt ses réflexions et elle les invite calmement à entrer. Un majordome annonce l'arrivée d'une lettre pour Rosé, que Doana observe avec un vif intérêt. Rosé prend la lettre, se demandant silencieusement qui peut bien lui envoyer du courrier, étant donné son manque supposé de relation. Avant que Rosé ne puisse réagir, Doana lui arrache la lettre. Doana feinte une curiosité innocente, se demandant à voix haute s'il s'agit d'une invitation à une grande fête mondaine. Rosé, gardant son calme, confirme qu'il s'agit bien d'une invitation à une fête et demande froidement qu'on la lui rende. Doana, les yeux brillants d'excitation, propose avec enthousiasme d'assister à la fête avec Rosé en invoquant leur amitié. Un sourire complice à peine perceptible se dessine sur les lèvres de Rosé à la demande audacieuse de Doana. Rosé, qui tient la lettre, informe froidement Doana qu'il y a une contrepartie à sa participation à la fête. Avec un sourire serein, Rosé rappelle à Doana que de tels événements sont réservés aux nobles et précise que les servantes ne sont pas autorisées. Doana recule d'incrédulité lorsque Rosé suggère effrontément qu'elle pourrait y assister en tant que servante personnelle de Rosé. Rosé fait miroiter la possibilité que Doana puisse entrer en tant que servante. Doana fulmine intérieurement, outrée par l'audace de se voir demander d'assister à la cérémonie en tant que servante alors qu'elle est si près de devenir comtesse. Rosé, feignant l'innocence avec une lueur sournoise dans les yeux, demande si Doana est contrariée, affirmant qu'elle était simplement prévenante. Doana force un sourire tendu, insistant sur le fait qu'elle n'est pas fâchée, juste un peu déçue, tout en maudissant silencieusement l'attitude agaçante de Rosé. Doana, feignant toujours la bonne humeur, se penche pour voir l'invitation, ce qui incite Rosé à remarquer son irritation mal dissimulée. Les yeux de Rosé s'écarquillent à la lecture du nom de l'expéditeur, totalement perplexe quant à la raison pour laquelle le grand-duc Artem la contacterait. Elle se souvient que leurs chemins ne se sont jamais croisés dans le récit original, ce qui rend d'autant plus déconcertante cette invitation à son salon après leur rencontre à la vente aux enchères. Rosé note avec curiosité que l'invitation est adressée exclusivement à la comtesse Wans, sans mentionner son mari. Elle se souvient que l'impératrice avait reçu les larmes de Luna, cadeau d'un autre noble, un souvenir désormais teinté de suspicion. Elle se souvient que même ce collier était un faux, un scandale que le palais a tenté d'enterrer, mais le grand-duc connaissait probablement la vérité. Rosé, serrant l'invitation, se souvient d'avoir spécifiquement mis en garde Artem contre cet achat, pensant que leur transaction était terminée. Une pensée glaçante lui traverse l'esprit. Le grand-duc est destiné à mourir bientôt, et ses actions actuelles n'ont donc guère d'importance. Se débarrassant de ses pensées morbides, Rosé décide que le salon n'est qu'une occasion de sonder le paysage social,
Doana l'observant de près. Doana jette à Rosé un regard acéré et calculateur, son esprit étant manifestement en éveil. Doana constate intérieurement le prompt rétablissement de Rosé et accepte sans broncher qu'elle n'assistera pas au salon avec elle. Rosé rappelle à Doana, avec un sourire saccadé, que ces réunions de la haute société sont réservées aux nobles et non aux servantes, tandis que Doana fulmine à l'idée d'y assister en tant que servante. Ne se laissant pas décourager, les yeux de Doana brillent de ruse et elle commence immédiatement à imaginer un moyen d'infiltrer l'événement exclusif. Doana se touche la lèvre. Un sourire sournois se dessine au fur et à mesure que son plan prend forme. Intérieurement, elle confirme sa brillante idée. Le plan parfait est maintenant en marche. D'une poigne déterminée, Doana tire le rideau de la garde-robe de Rosé. Elle ouvre triomphalement les portes, révélant la collection de robes de Rosé. Doana se moque des robes de mauvais goût et se promet de les remplacer une fois qu'elle sera comtesse. En regardant son reflet, elle décide de demander au comte de l'emmener, car elle finira bien par rencontrer la société. Elle porte ensuite son attention sur un coffret à bijoux, un léger froncement de sourcils sur le visage. Doana soulève un diadème de son coussin de velours, le jugeant à peine acceptable mais suffisant pour l'instant. Parée du diadème, elle rayonne, convaincue qu'il lui va beaucoup mieux qu'à Rosé. Désormais enhardie, Doana s'empresse de fouiller dans les affaires de Rosé, à la recherche d'autres trésors cachés. Doana découvre une paire de petites chaussures de bébé et s'interroge à leur sujet. Toujours ornée du diadème de Rosé, Doana se demande avec mépris pourquoi Rosé a gardé des souvenirs aussi inutiles après sa fausse couche. Elle jette avec mépris l'une des chaussures de bébé, déclarant intérieurement que les enfants ne sont qu'une nuisance. Un flashback montre l'ancienne Doana agacée par les pleurs d'un bébé, préférant se faire dorloter, bien qu'elle admette que des nounous s'occuperaient de la garde des enfants. Rosé revient dans son bureau, les yeux écarquillés d'incrédulité devant le chaos total créé par Doana. Doana, prise en flagrant délit au milieu des robes et portant le diadème, feint l'innocence, affirmant qu'elle n'a fait qu'emprunter une tenue. Avec un sourire mielleux, Doana invoque leur amitié supposée, tandis que Rosé rejette intérieurement la valeur de ces vieilles choses. La véritable stratégie de Rosé fait surface. Elle doit attiser le désir de Doana pour sa noble position. Rosé s'élance soudain, l'air pressant, et arrache un objet particulier à Doana en lui lançant un appel désespéré. Doana regarde, déconcertée, Rosé s'agripper à une robe, affirmant avec véhémence que Doana ne peut absolument pas avoir celle-là. Rosé s'accroche à un collier, l'air triste, expliquant qu'il s'agit d'un cadeau de mariage. Doana note intérieurement qu'il s'agit du premier et seul cadeau du comte à Rosé, ses propres pensées dégoulinant de condescendance. Avec un sourire suffisant, Doana se vante mentalement d'avoir déjà reçu 3 cadeaux de la part du comte, jugeant Rosé totalement dénué de charme. Doana se penche d'un air conspirateur, suggérant qu'elle pourrait demander quelque chose au comte au nom de Rosé, certaine de son influence. Rosé feint la surprise, se demandant si son mari accepterait vraiment une demande de Doana. Un retour en arrière montre Doana avec le comte, alors qu'elle annonce fièrement sa nomination en tant que servante personnelle. Le retour en arrière se poursuit, la main de Doana se posant sur la poitrine du comte, exprimant son désir de le servir plus intimement. De retour dans le présent, Doana se réjouit de passer beaucoup plus de temps que Rosé avec le comte, censé être affectueux. La main de Rosé se resserre en un point, alors qu'elle reconnaît intérieurement la précision cruelle avec laquelle Doana a retourné le couteau. Rosé s'excuse brusquement, prétendant avoir oublié quelque chose dans le bureau, tandis que Doana la regarde avec un sourire complice et triomphant. Rosé sourit intérieurement, sachant que les railleries de Doana tombent à plat parce qu'elle n'est pas la Rosé originale. D'un clic décisif, la porte des appartements de Rosé se referme derrière elle. Seule, Rosé touche pensivement sa boucle d'oreille, un sourire subtil se dessinant sur ses lèvres tandis qu'elle réfléchit à son plan. Ses yeux brillent de détermination. Elle a besoin que Doana convoite sa vie, qu'elle désire tout ce qu'elle possède. C'est, selon Rosé, le seul moyen d'être naturellement évincée de la maison des Wins. En entrant dans le bureau, Rosé trouve des documents importants éparpillés sur le sol. Elle s'agenouille et ramasse les papiers éparpillés, notant l'état de désordre de la pièce. En examinant les notes manuscrites, elle se demande si un coup de vent n'a pas provoqué ce désordre. Ses yeux s'arrêtent sur une phrase terrifiante. L'exécution programmée du grand-duc Artem. Un souvenir glaçant remonte à la surface. Des rumeurs d'empoisonnement si Artem devait mourir comme l'ancien empereur, pour éviter les soupçons. Le document révèle un sinistre complot, une méthode définitive sans aucun doute pour éliminer le grand-duc, peut-être en utilisant un incident récent. Rosé lit avec horreur le plan visant à détruire la réputation du grand-duc Artem afin que personne ne s'oppose à son exécution. Stupéfaite par le contenu, Rosé laisse tomber les papiers incriminés, l'esprit troublé. Elle s'emporte intérieurement, réalisant que les conspirateurs, non contents d'avoir fait disparaître l'ancienne impératrice, s'en prennent maintenant à son fils. Paniquée, Rosé se demande si elle ne devrait pas immédiatement avertir le grand-duc. Une pensée glaçante l'arrête,
Intervenir pourrait signifier sa propre mort. Des bruits de pas résonnent, signalant l'arrivée de quelqu'un. Le comte fait irruption dans le bureau, l'air agité, en claquant la porte. Il fait face à Rosé, révélant que Doana l'a informé de sa présence dans le bureau. Rosé se retourne avec un sourire posé, presque accueillant, feignant la normalité malgré l'interruption. Rosé prétend qu'elle allait simplement chercher un livre, accusant la brise d'être à l'origine du désordre, tout en modelant ses traits. Elle se concentre sur le maintien d'un air tout à fait normal, déterminée à ne pas trahir sa découverte. Observant le comportement pressé du comte, Rosé demande innocemment si sa précipitation est due aux documents éparpillés. Avec un doux sourire, elle se penche pour l'aider à rassembler les documents éparpillés. Le comte réagit vivement, arrachant les documents avant que Rosé ne puisse les toucher davantage. Rosé feint d'être surprise par son geste brusque et s'empresse de ramasser elle-même les preuves incriminées. Il lui lance un regard noir, exigeant de savoir si elle a lu les documents et pourquoi elle a osé pénétrer dans son bureau privé. Rosé explique calmement qu'elle utilise le bureau pour ses cours et que, trouvant les papiers éparpillés, elle a simplement fermé la fenêtre. Le comte admet intérieurement qu'il lui a accordé l'accès, un bref souvenir de cette permission lui revenant à l'esprit. Visiblement irrité, il lui interdit sévèrement d'entrer à nouveau dans le cabinet de travail, ne lui accordant qu'un seul sursis. Rosé feint d'être consternée par ses leçons, tandis que le comte lui conseille sèchement de reposer sa main. Le comte se retourne et sort du cabinet, laissant Rosé à ses pensées. Seule, Rosé expire, soulagée de ne pas avoir été attrapée, mais son esprit revient à la situation critique du grand-duc Artem. Ce soir-là, Rosé et le comte dînent dans un silence gênant. Le comte jette un regard en coin à Rosé. Son expression est indéchiffrable à travers la table. Il propose inopinément un voyage ensemble dans une semaine, ce qui pousse Rosé à demander avec insistance pourquoi il n'inviterait pas Doana. Rosé décline alors son offre, déclarant qu'elle a déjà des projets, se demandant intérieurement s'il ne s'agit pas d'une façon pour lui de s'excuser pour son agression précédente. La fourchette du comte tombe avec fracas, alors qu'il lui rappelle avec insistance de ne pas oublier la signification de ce jour particulier. Rosé feint la confusion la plus totale, penchant la tête comme si elle n'avait aucune idée du jour dont il parle. Intérieurement, le comte est furieux, se rappelant que Rosé a toujours fait grand cas de son anniversaire et se demandant pourquoi elle feint l'ignorance maintenant. Rosé explique froidement qu'elle a reçu une invitation du grand-duc Artem pour un banquet ce jour-là. Le comte, les bras croisés et visiblement surpris, demande si le grand-duc Artem a envoyé une invitation à elle seule.